Mon mari m'a laissé sous la pluie, à 60 km de chez moi. Il a dit que j'avais le besoin d'une leçon. Je n'ai pas discuté. J'ai juste regardé sa voiture s'éloigner. Un camion noir s'est arrêté quelques instants plus tard. Mon garde du corps en est sorti, calme et prêt. J'ai souri en montant dedans. Sa cruauté avait pris fin. C'était sa dernière erreur. J'ai lancé l'enregistrement sur mon téléphone et l'ai remis dans ma poche alors que la Mercedes d'Andrew se garait sur l'aire de repos vide. La pluie n'avait pas encore commencé, mais je sentais qu'elle arrivait. « Sors », a-t-il dit, sans même couper le moteur. « Tu as besoin d'une leçon, Amanda. Une marche jusqu'à la maison pourrait t'apprendre le respect. » 59 km. Il l'avait calculé parfaitement. Trop loin pour un Uber, trop isolé pour les transports en commun. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'enregistrais tout depuis 8 mois, et que Marcus était déjà garé derrière la station-service abandonnée, attendant mon signal. Le siège en cuir a crissé alors que je me retournais pour lui faire face. La mâchoire d'Andrew était tendue dans cette ligne familière de satisfaction, celle qu'il arborait lorsqu'il concluait une transaction particulièrement impitoyable dans sa société d'investissement. Il y a 3 heures, nous étions assis au Steakhouse Morton pour célébrer notre anniversaire. Maintenant, il m'abandonnait sur une portion isolée d'autoroute parce que j'avais demandé pourquoi $10 000 avaient disparu de notre compte joint. « Tu fais vraiment ça ?» J'ai gardé ma voix ferme, laissant le téléphone capturer chaque mot. « Les actions ont des conséquences, Amanda. Tu es allé dans mon dos, tu as appelé mon comptable, tu m'as embarrassé avec tes questions paranoïaques. Peut-être qu'une longue marche sous la pluie te rappellera qui gère l'argent dans cette famille. » J'ai pensé à la boucle d'oreille en perles dans ma boîte à bijoux à la maison. La boucle d'oreille de Nan trouvée sous notre lit il y a 2 jours. Les $10 000 lui avaient probablement acheté quelque chose de joli, mais je ne l'ai pas mentionné. Pas encore. Tout devait se passer dans le bon ordre, comme Marcus et moi l'avions répété. Il va y avoir un orage, ai-je dit, en désignant le ciel qui s'assombrissait. Alors tu ferais mieux de commencer à marcher, ses doigts tambourinaient sur le volant. À moins que tu ne veuilles t'excuser maintenant et admettre que tu avais tort. Avant de continuer, je tiens à vous remercier d'être là avec moi aujourd'hui. Si vous pensez que personne ne mérite d'être abandonné sous une tempête, littérale ou métaphorique, veuillez envisager de vous abonner. C'est gratuit et cela aide ces histoires importantes à atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Il y a 6 mois, je me serais excusé. Il y a 6 mois, je croyais encore que le mariage pouvait être sauvé. C'était avant que je ne trouve le second jeu de livre de son entreprise. Avant les retraits mystérieux, avant de découvrir qu'il transférait lentement nos actifs vers des comptes qu'il contrôlait seul. Dès que j'ai commencé à poser des questions, il est devenu vicieux. Ce soir était son escalade, mais c'était aussi son erreur. Je vais marcher, ai-je dit, en ouvrant la porte. Bon choix. Peut-être qu'à ton retour, tu te souviendras de ta place. Je suis sorti sur l'asphalte craquelé. L'aire de repos était abandonnée depuis des années, juste un bâtiment sombre aux fenêtres barricadées et un parking repris par les mauvaises herbes. Andrew l'avait choisi spécifiquement pour son isolement. Il en avait parlé la semaine dernière, distraitement, alors que nous passions devant. Imagine être coincé ici, avait-il dit, à des kilomètres de tout. C'est là que j'ai su ce qu'il préparait. Le moteur de la Mercedes a rugi à travers la fenêtre passager. Je l'ai vu vérifier son téléphone, probablement en train d'envoyer un SMS à Nan pour lui dire que c'était fait. Puis il s'est éloigné, ses pneus crissant légèrement sur le pavé usé, me laissant seul dans l'obscurité grandissante. J'ai compté jusqu'à 60, regardant ses feux arrière disparaître au coin de la rue. Puis j'ai marché calmement vers la station-service abandonnée où le Ford noir de Marcus était caché. Mon frère est sorti, tenant un parapluie et un thermos de café. « Tu as tout eu ?» a-t-il demandé. Chaque mot. J'ai sorti mon téléphone. J'arrête l'enregistrement. Il a vraiment dit, j'ai besoin de me souvenir de ma place. Marcus a secoué la tête. 3 ans à le regarder te contrôler, c'est déjà assez mauvais. Mais ça, il a désigné l'aire de repos vide. C'est un abandon criminel. Rebecca va adorer cet enregistrement. J'ai accepté le café avec gratitude, sentant la chaleur se répandre dans mes mains. La pluie commençait maintenant, des gouttes épaisses frappant le béton fissuré. Au matin, Andrew penserait que j'avais passé la nuit à marcher sous un orage, brisé et humilié.
Il s'attendrait à me trouver recroquevillé sur notre pas de porte, prête à mendier le pardon. Valentina est prête, ai-je demandé. Elle surveille les comptes toute la soirée. Dès qu'il a transféré ses $10 000 cet après-midi, elle a tout documenté. L'audit médico-légal remonte à 2 ans. Il saignait de l'argent vers des comptes offshore. Il prévoyait probablement de divorcer une fois qu'il aurait caché suffisamment. Et Rebecca dépose les papiers d'urgence à 9 h demain matin. Abandon, abus financier, fraude. Elle dit qu'avec l'enregistrement de ce soir, plus tout ce que nous avons rassemblé, il ne saura pas ce qui lui arrive. Nous sommes montés dans le camion de Marcus juste au moment où le ciel s'ouvrait. La pluie martelait le pare-brise. J'ai pensé à Andrew rentrant chez lui, satisfait de sa leçon cruelle, peut-être se versant un scotch pour célébrer qu'il avait remis sa femme à sa place. Il n'avait aucune idée que, il y a 8 mois, quand il avait commencé à cacher de l'argent, j'avais engagé ma propre équipe. Marcus avait installé des caméras partout dans notre maison sous prétexte de mise à niveau de sécurité. Valentina, une comptable médico-légale spécialisée dans les cas d'abus financiers, suivait chaque centime. Rebecca, l'une des avocates de divorce les plus impitoyables de la ville, avait constitué un dossier qui remplissait maintenant 3 boîtes. Les enregistrements de la maison ont été téléchargés avec succès, a dit Marcus, en vérifiant son téléphone. Nous l'avons vu mardi dernier, amenant alors que tu étais chez ta mère. Ils ont utilisé ton lit. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Pas le cœur brisé, ça a été passé depuis des mois. C'était la résolution, dure et cristalline. Il préparait cela depuis un moment, ai-je dit. L'escalade, le contrôle financier, l'isolement des amis, des schémas d'abus classiques. Rebecca dit que les juges ne regardent pas favorablement les maris qui abandonnent leurs femmes comme punition. Marcus a conduit prudemment sous la tempête, prenant des routes secondaires pour éviter toute possibilité qu'Andrew nous voie. Nous avions planifié cet itinéraire des semaines à l'avance, même fait des essais. Chaque détail comptait. La chambre d'hôtel était réservée sous mon nom de jeune fille, payée en espèces. Marcus avait retiré progressivement sur 2 mois. Les vêtements dont j'aurais besoin étaient déjà là, ainsi que des copies de toute la documentation. Tu sais qu'il viendra te chercher quand tu ne te présenteras pas ce soir, a dit Marcus. Laisse-le faire. Les caméras de sécurité de l'hôtel montreront que je suis entré seul, trempé, traumatisé. L'employé de réception témoignera que je pouvais à peine parler à travers mes larmes. Rebecca m'avait entraîné sur exactement ce qu'il fallait dire et comment agir. La pluie s'intensifiait pendant que nous conduisions vers la ville. Andrew serait rentré maintenant, probablement à son 2e verre, peut-être appelant Nan pour se vanter de m'avoir donné une leçon. Demain matin, il se réveillerait en s'attendant à me trouver brisé. Au lieu de cela, il trouverait ses actifs gelés, son bureau verrouillé et des enquêteurs fédéraux attendant de discuter des divergences que Valentina avait découvertes dans les livres de sa société d'investissement. « Es-tu prête pour ça ?» demanda Marcus alors que l'hôtel apparaissait à la vue. J'ai pensé à la femme que j'étais il y a 3 ans, indépendante et prospère avant qu'Andrew n'ait méthodiquement démantelé ma vie. J'ai pensé à l'enregistrement sur mon téléphone, sa voix froide me disant de sortir et de marcher 59 km sous la tempête. J'ai pensé à la boucle d'oreille de Nan et au compte bancaire vide et au contrat de mariage qu'il avait caché dans son bureau et qui m'aurait laissé avec rien. Je suis prête depuis 8 mois, ai-je dit. Il vient de me donner la dernière preuve dont j'avais besoin. Marcus s'est arrêté à l'entrée latérale de l'hôtel. J'ai saisi le petit sac que nous avions préparé, juste assez pour avoir l'air de m'être échappé sans rien, et je suis sorti sous la pluie. Il était temps de jouer le rôle de la femme traumatisée, abandonnée et effrayée. Demain, Andrew apprendrait qui avait vraiment besoin d'une leçon. Le hall de l'hôtel semblait incroyablement lumineux après l'obscurité extérieure. L'eau dégoulinait de mes cheveux sur le sol en marbre alors que j'approchais du comptoir, mes mains tremblant juste assez pour être convaincant. L'employé de nuit, une jeune femme aux yeux gentils, a immédiatement saisi une pile de serviettes. « Oh mon Dieu, allez-vous bien ?» Elle s'est précipitée autour du comptoir, m'enveloppant d'une serviette sur les épaules. « Mon mari, ai-je réussi ?» laissant ma voix craquer. Il m'a abandonné sur une aire de repos. Sous l'orage, j'ai dû marcher des kilomètres avant que quelqu'un ne m'aide. Son visage est passé de l'inquiétude à l'horreur. Parfait. Chaque mot serait documenté dans le rapport d'incident de l'hôtel, comme Rebecca l'avait demandé. L'employé m'a guidé vers une chaise et m'a apporté du thé chaud tout en traitant mon enregistrement.
Je lui ai donné mon nom de jeune fille, Amanda Harrison, et j'ai payé avec la carte de crédit d'urgence que j'avais ouverte il y a 6 mois, celle qu'Andrew ignorait. La chambre 412 était petite mais propre, donnant sur les lumières de la ville brouillée par la pluie. J'ai verrouillé la porte, mis la chaîne, et enfin, j'ai pu respirer. Puis j'ai sorti mon deuxième téléphone, celui que Marcus m'avait donné, et j'ai rejoué l'enregistrement de la voiture. La voix d'Andrew a rempli la pièce, froide et mesurée. Tu te crois si maligne, n'est-ce pas? Appeler mon comptable dans mon dos. Poser des questions sur nos finances comme si tu allais comprendre les réponses. Ma propre voix, soigneusement contrôlée. C'est notre argent, Andrew. J'ai le droit de savoir où il va. Notre argent. Son rire était sec. Je le gagne. Je le gère. Tu le dépenses en épicerie hors de prix et en ces ridicules déjeuners caritatifs. 70$ pour des légumes bio la semaine dernière, Amanda. 70$. Je me souviens de cette sortie de course. J'avais acheté des ingrédients pour la soirée qu'il avait insisté pour organiser pour ses clients. La même soirée où il avait dépensé 800$ en vin sans scier. L'enregistrement continuait, tu m'as embarrassé à la fête des Morrison, me contredisant sur les marchés européens devant mes collègues. Où as-tu trouvé ces opinions? Un talk show du matin. J'ai un MBA de Northwestern, Andrew. J'ai travaillé dans les services financiers pendant 5 ans avant de te rencontrer. Avant que je ne te sauve de cette carrière médiocre, tu veux dire. Tu analysais des actions à faible capitalisation dans une entreprise de 3e zone. Je t'ai donné une vie que tu n'aurais jamais pu atteindre seul. J'ai fermé les yeux, me rappelant la femme que j'étais chez Henderson Investment. Je n'analysais pas des actions à faible capitalisation. Je gérais un portefeuille d'une valeur de 30 millions de dollars. Mais Andrew avait réécrit l'histoire tellement de fois que parfois, même moi, j'oubliais la vérité. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Marcus. Valentina a trouvé quelque chose. 3 comptes supplémentaires au Caïman. Il déplace de l'argent depuis 18 mois. 18 mois. J'ai repensé à quand les choses avaient commencé à changer. L'intérêt soudain pour des comptes bancaires séparés à des fins fiscales. Le conseiller financier apparut sans explication. Les documents qu'il m'avait demandé de signer sans lire parce que, ce n'est que de la routine, fais-moi confiance. Un autre SMS. Celui de Rebecca. Le juge Coleman a accepté une audience d'urgence demain à 13h. Apportez l'enregistrement. La juge Patricia Coleman avait la réputation de voir clair dans le jeu des hommes comme Andrew. Elle avait présidé 3 affaires d'abus financiers très médiatisées l'année précédente, tout aboutissant à des issues favorables pour les épouses. Rebecca avait spécifiquement attendu sa rotation. J'ai enfilé les vêtements secs du sac d'urgence que j'avais caché ici hier, puis je me suis assise au petit bureau et j'ai commencé à écrire. Pas la déclaration que Rebecca m'aiderait à polir pour le tribunal, mais des notes pour moi-même, des rappels de qui j'étais vraiment sous la personne qu'Andrew avait essayé de créer. J'ai écrit sur la promotion que j'avais refusée parce qu'Andrew avait dit que les déplacements mettraient à rude épreuve notre mariage. L'opportunité d'investissement que j'avais identifiée et qui aurait triplé mes économies personnelles si j'avais encore des économies personnelles. L'amitié avec ma colocataire de collège qui s'est terminée quand Andrew m'a convaincu qu'elle était jalouse de notre bonheur. Mon téléphone a sonné. La sonnerie d'Andrew. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale, puis j'ai rejoué le message sur haut-parleur, en l'enregistrant avec mon second téléphone. Amanda, c'est ridicule. Ça fait 3 heures. La leçon a été apprise. Ok, rappelle-moi et je viens te chercher. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. 10 minutes plus tard, un autre appel. Cette fois, sa voix était plus dure. Je sais que tu as ton téléphone. Arrête d'être enfantine et rappelle-moi. Si tu essaies de m'inquiéter, ça ne marche pas. Je vais me coucher. Tu peux rentrer chez toi par tes propres moyens. Mais j'entendais le tranchant qui pointait. Il commençait à réaliser que quelque chose n'allait pas. J'aurais toujours appelé à ce moment-là, toujours m'excuser, toujours revenir en rampant. Le silence brisait son script. À minuit, Nan a appelé. Je n'ai presque pas reconnu le numéro, mais quelque chose m'a fait répondre, en restant silencieuse. Bonjour, Amanda. Sa voix était incertaine. Andrew m'a demandé de t'appeler. Il s'inquiète. Il veut que tu saches qu'il est désolé et que tu devrais rentrer à la maison.
Andrew ne s'excusait jamais, n'admettait jamais sa faute. Qu'il ait envoyé sa maîtresse délivrer une fausse excuse montrait à quel point il était déstabilisé. J'ai raccroché sans parler. Vers 1h du matin, les appels arrivaient toutes les 15 minutes. Andrew, sa mère, Margaret, même son partenaire commercial, James. J'ai tout documenté, leurs numéros, leurs heures, leurs messages de plus en plus frénétiques. L'épouse abandonnée était censée être désespérée de secours, pas maintenir le silence radio. J'ai commandé un service en chambre, facturé à la carte. Soupe et salade et un verre de vin. Que le reçu montre que j'étais assez composé pour manger. Qu'il documente que je ne m'effondrais pas comme Andrew s'y attendait. À 2h30, un SMS est arrivé qui m'a fait sourire. Pas d'Andrew, mais de notre voisine, Madame Chin. J'ai vu Andrew dans son allée avec une lampe de poche cherchant sous ta voiture. Puis il est parti vite. Tout va bien? Il cherchait ma voiture, ignorant que Marcus l'avait déplacée dans un garage de stationnement longue durée à l'autre bout de la ville 2 jours plus tôt. Une autre preuve que j'avais prévu de partir, que son abandon n'avait fait qu'accélérer mon calendrier. J'ai écarté les rideaux et j'ai regardé la tempête faire rage sur la ville. Quelque part là-bas, Andrew commençait à réaliser que son monde parfaitement contrôlé lui échappait. Il pensait m'avoir donné une leçon sur le pouvoir et la place. Demain, quand les marchés ouvriraient et qu'il découvrirait ses comptes offshore gelés, quand sa carte d'accès échouerait au bureau, quand des enquêteurs fédéraux apparaîtraient avec des questions sur les divergences que Valentina avait découvertes, il comprendrait qui enseignait vraiment à qui. La pluie martelait la fenêtre comme si elle essayait de passer. 8 mois de planification, de documentation, de prétention à être l'épouse soumise tout en constituant un dossier qui le détruirait, tout menant à ce moment, cette tempête parfaite de sa propre création. J'ai mis mon réveil à 7h, sachant que j'aurais l'air suffisamment désemparé pour l'audience d'urgence. Rebecca me rejoindrait à midi pour me préparer, mais pour l'instant, pendant ces quelques heures, je me suis assise dans l'obscurité et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas vécu depuis 3 ans. La liberté. Le soleil matinal a traversé les rideaux de l'hôtel à 7 heures précises. Mais j'étais réveillé depuis 5 heures, assise au petit bureau avec mon ordinateur portable ouvert sur notre compte bancaire joint. Le solde affichait exactement ce à quoi je m'attendais. Andrew avait déjà sorti encore $20 000 à 6h47. Il paniquait, essayant de cacher des actifs avant que je ne puisse les atteindre. Trop tard. Valentina avait déjà tout documenté. À midi, ma suite d'hôtel s'était transformée en centre de commandement. Valentina est arrivée la première, traînant 2 valises pleines de documents imprimés, son maquillage habituellement parfait légèrement taché par le travail nocturne. Elle a étalé tout sur la table à manger méthodiquement. Relevé bancaire, enregistrement de virements, faux documents fiscaux, chaque pile étiquetée avec des onglets codés par couleur. Les comptes des Caïmans sont gelés depuis 9h ce matin, a-t-elle dit, en ouvrant une feuille de calcul sur son ordinateur portable. Andrew a essayé d'y accéder à l'aube. 3 tentatives échouées. Il est probablement en train de détruire son bureau en ce moment. Rebecca est entrée ensuite, son téléphone collé à son oreille, parlant en termes juridiques rapides que je ne comprenais qu'à moitié. Elle a raccroché et s'est tournée vers moi avec une expression de sombre satisfaction. Le juge Coleman a avancé notre audience à 13h. Elle veut aborder cela immédiatement. Aussi, Andrew a embauché Richard Blackwood. Le requin, demanda Marcus, entrant avec une boîte d'équipement de surveillance. Le même qui a fait acquitter ce dirigeant pharmaceutique l'année dernière. Blackwood n'est pas donné. Andrew doit avoir liquidé quelque chose d'important pour se le permettre. J'ai senti un frisson d'inquiétude, mais Rebecca a posé une main ferme sur mon épaule. Blackwood est bon, mais il ne peut pas discuter avec des preuves vidéo et des enregistrements financiers. De plus, il arrive à l'aveugle. Nous avons eu 8 mois pour nous préparer. Marcus a connecté son ordinateur portable à la télévision et a sorti la vidéo de surveillance de notre maison. J'ai compilé les moments forts, si l'on peut dire. Prévenez-vous, Amanda, ce n'est pas facile à regarder. Le premier clip montrait Andrew dans son bureau il y a 3 semaines à 2h du matin. J'étais endormi à l'étage, assommé par les somnifères qu'il avait commencé à me suggérer pour mon anxiété. À l'écran, Andrew photographiait soigneusement des documents de notre coffre-fort, puis les remettait exactement comme ils étaient. Les documents étaient nos portefeuilles d'investissement conjoints, les procurations de ma mère et l'acte de propriété de la maison de campagne que ma grand-mère m'avait laissé. Il construisait un dossier en double,
créant des contrefaçons avec des changements subtils, a expliqué Valentina. Si vous n'aviez pas attrapé ça, il aurait pu remplacer lentement les originaux. Le clip suivant était pire. Andrew est nan dans notre salon il y a 2 mois quand il m'a dit qu'il était à un dîner de clients. Elle portait ma robe, celle en soie de notre lune de miel à Paris. Il riait de quelque chose sur son téléphone. Monte le volume, ai-je dit, bien que mon estomac se serrait. La voix d'Andrew a rempli la pièce. Elle m'a cru quand j'ai dit que la conférence était obligatoire. Je l'ai bien formée. Encore quelques mois et j'aurai tout transféré. Ensuite, nous pourrons arrêter cette mascarade. Le rire de Nan était comme des ongles sur du verre. Le contrat de mariage dit vraiment qu'elle n'aura rien. Le contrat de mariage est sans importance. Elle ne se battra jamais. Amanda n'a pas le cran. D'ici qu'elle réalise ce qui se passe, nous serons au Costa Rica et elle sera trop brisée pour faire quoi que ce soit. Marcus a mis la vidéo en pause. La pièce était silencieuse à l'exception du bourdonnement de la climatisation. Je me suis levé, je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé la ville en contrebas. Quelque part là-bas, Andrew était probablement dans son bureau, essayant de comprendre pourquoi son accès d'informatique était révoqué, pourquoi son assistante ne pouvait pas joindre la banque, pourquoi tout s'effondrait. Il y a plus, a dit Marcus doucement. Veux-tu le voir? J'ai hoché la tête. Le clip suivant montrait Andrew au téléphone dans notre garage, faisant les 100 pas entre nos voitures. L'horodatage indiquait mardi dernier, quand j'étais à mon club de lecture. Jennifer a été parfaite, a-t-il dit. Elle n'a aucune idée que j'enregistre nos conversations. Tous les détails sur la succession de la mère d'Amanda, le diagnostic d'Alzheimer qu'il cache, la fiducie de leur père. Elle vaut près de 2 millions, et Amanda ne le sait même pas, mes jambes se sont affaiblies. Jennifer, ma sœur cadette, que je protégeais de sa dépendance au jeu depuis des années, que j'avais couverte auprès de nos parents d'innombrables fois. Elle livrait à Andrew des informations sur notre famille, sur de l'argent que je ne connaissais même pas, quand l'a-t-il contacté, ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Valentina a ouvert les relevés téléphoniques. Premier contact il y a 13 mois. Appel régulier il y a 10 mois. Toujours quand tu n'étais pas à la maison. Il lui a payé ses dettes en échange d'informations. Rebecca a regardé sa montre. Nous devons partir pour le tribunal dans 30 minutes. Amanda, es-tu prête pour ça? En le voyant aujourd'hui, je me suis retourné de la fenêtre. Montre-moi le reste d'abord. Je dois tout savoir. Marcus a cliqué sur un autre dossier. Ce sont de son ordinateur de bureau. J'ai demandé à un contact de les récupérer avant que l'accès d'Andrew ne soit coupé ce matin. L'écran s'est rempli de mails entre Andrew et son avocat datant d'il y a 6 mois. L'objet était « Projet nouveau départ ». À l'intérieur se trouvaient des plans détaillés pour divorcer de moi, y compris des tactiques psychologiques pour me faire douter de moi-même, des manœuvres financières pour me laisser démuni, et même des suggestions pour augmenter progressivement les abus émotionnels afin de me rendre plus docile pendant la procédure. Une ligne a retenu mon attention. La clé est de lui faire croire qu'elle devient folle. Gazouiller constamment, cacher des choses, nier des conversations, contredire ses souvenirs. D'ici à ce que nous déposions, elle sera trop instable pour se battre efficacement. J'ai pensé à toutes les fois au cours de la dernière année où Andrew m'avait dit que je me souvenais mal des choses. La réservation de dîner que j'avais faite et qu'il jurait que je ne lui avais jamais dite. La conversation sur la visite à mes parents qu'il prétendait ne jamais avoir eu lieu. Les bijoux qui avaient disparu puis réapparu à des endroits étranges. J'avais commencé à écrire secrètement, pensant que je perdais la tête. Il suivait un plan. Rebecca a dit, cet avocat, Douglas Stern, est spécialisé dans les divorces de haute valeur nette où un conjoint veut laisser l'autre sans rien. Il fait actuellement l'objet d'une enquête du barreau pour violation d'éthique. Valentina a ouvert un dernier document. C'est ce qui a déclenché notre dépôt d'urgence ce matin. Andrew a transféré 3,2 millions de dollars des comptes clients de sa société d'investissement vers un compte personnel au Panama hier après-midi, juste avant de t'abandonner. Il devait penser qu'il aurait plus de temps avant que quiconque ne le remarque. Il s'enfuyait, ai-je dit, la compréhension inondant ma conscience. L'abandon n'était pas seulement une question de contrôle. Il savait que quelque chose se rapprochait. La SEC a reçu une dénonciation anonyme hier matin, a dit Rebecca avec un léger sourire, au sujet d'irrégularités dans ses rapports de fonds. Je l'ai regardé. Toi, Valentina. En fait,
Une fois qu'elle a documenté le détournement de fonds, nous avions l'obligation de le signaler. Le poids des crimes d'Andrew était stupéfiant. Il ne s'agissait pas seulement de notre mariage ou de sa liaison. C'était un criminel qui m'avait utilisé comme couverture pendant qu'il pillait les comptes clients et préparait sa fuite. L'homme avec qui j'avais partagé un lit pendant 3 ans était capable de me détruire, ainsi que des dizaines d'investisseurs innocents qui lui avaient confié leurs économies de retraite. Le juge Coleman doit voir tout cela, ai-je dit, rassemblant mes forces. Chaque document, chaque enregistrement, chaque preuve. Rebecca a souri, le genre de sourire qui me rappelait pourquoi elle n'avait jamais perdu une affaire d'abus financier. Elle verra tout. Et Andrew Mitchell va apprendre ce que ça fait de tout perdre. Les couloirs du palais de justice étaient en marbre et en acajou, conçus pour intimider. J'ai traversé ces couloirs dans mon tailleur le plus chic, le bleu marine qu'Andrew n'avait jamais vu parce que je l'avais acheté le mois dernier spécifiquement pour ce moment. Rebecca marchait à mes côtés, mallette à la main, tandis que Marcus me flanquait de l'autre côté. Nous sommes entrés dans la salle d'audience 4B à exactement 12h55. Andrew était déjà là, assis à côté de Richard Blackwood, dont la coupe de cheveux à $1000 ne pouvait pas masquer les lignes de stress autour de ses yeux. Andrew semblait plus petit d'une certaine manière, sa présence habituellement imposante diminuée par des vêtements froissés et des ombres sous ses yeux. Il avait visiblement dormi à son bureau. Quand il m'a vu, son expression est passée de l'épuisement à la rage pure. Que tout le monde se lève, a annoncé le huissier. La juge Patricia Coleman est entrée, sa robe noire ajoutant de la gravité à une atmosphère déjà tendue. Elle a pris son siège et a immédiatement commencé à examiner les documents devant elle, des lunettes de lecture perchées sur son nez. Nous sommes ici pour une requête d'urgence déposée par Amanda Mitchell concernant les actifs matrimoniaux et l'abandon conjugal, a-t-elle commencé, sa voix portant l'autorité de quelqu'un qui avait vu toutes sortes de désastres matrimoniaux. Monsieur Blackwood, je vois que vous venez d'être retenu ce matin. Oui, votre honneur. Nous demandons un ajournement pour examiner correctement. Refusé. Votre client aurait prétendument abandonné sa femme dans des conditions dangereuses hier soir. Le temps presse. Elle s'est tournée vers Rebecca. Conseillère, présentez votre preuve. Rebecca s'est levée, fluide comme de la soie. Votre honneur, hier soir vers 20h47, Andrew Mitchell a délibérément abandonné sa femme sur une aire de repos à 59 km de leur domicile pendant une grave tempête. Nous avons un enregistrement audio de l'incident. Elle a fait jouer l'enregistrement par les haut-parleurs de la salle d'audience. La voix d'Andrew a rempli l'espace, froide et claire. Tu as besoin d'une leçon, Amanda. Une marche jusqu'à la maison pourrait t'apprendre le respect. J'ai regardé le visage d'Andrew devenir blanc. Blackwood s'est penché, chuchotant furieusement. Andrew secouait la tête, gesticulant sauvagement avec ses mains. De plus, a continué Rebecca, Monsieur Mitchell cache systématiquement des actifs matrimoniaux depuis 18 mois. Nous avons la documentation de comptes offshore totalisant 8 millions de dollars et des preuves de détournement de fonds de sa société d'investissement totalisant 3,2 millions de dollars. Objection. Blackwood s'est levé. Ce sont des allégations non fondées. Alors prouvons-les, a dit Rebecca calmement, en produisant une pile de documents bancaires. Pièce AF, votre honneur. Virement vers des comptes aux îles Caïmans, tous initiés par Monsieur Mitchell sans la connaissance ou le consentement de sa femme. Le juge Coleman a examiné les documents, son expression s'assombrissant à chaque page. Monsieur Mitchell, avez-vous abandonné votre femme la nuit dernière? Andrew s'est levé, redressant sa cravate. Votre honneur, il y a eu un malentendu. Ma femme et moi avons eu une dispute. C'est une question de oui ou de non, Monsieur Mitchell. Je l'ai laissée sur une aire de repos, mais pendant une tempête à 59 km de chez elle, elle avait son téléphone. Elle aurait pu appeler quelqu'un. Les sourcils de la juge se sont haussés. Comme c'est prévenant de votre part. Elle s'est tournée vers Rebecca. Continuez. Rebecca a affiché les relevés financiers sur l'écran de la salle d'audience. Monsieur Mitchell a également eu une liaison extra-conjugale avec son assistante Nan Rodriguez, en utilisant des fonds matrimoniaux pour acheter des cadeaux et financer des voyages. Cela inclut un collier de perles d'une valeur de 12 000 $, déclaré volé à l'assurance, mais en réalité donné à Madame Rodriguez. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Marcus. Il est là. Les portes de la salle d'audience se sont ouvertes et Tom Chin du SSE est entré, suivi de 2 agents fédéraux.
La tête d'Andrew s'est tournée et pour la première fois, j'ai vu une peur réelle dans ses yeux. Votre honneur, a adressé Tom Chin au juge. Je m'excuse pour l'interruption. Nous avons un mandat d'arrêt contre Andrew Mitchell pour fraude par fil et détournement de fonds. Blackwood a sauté. Votre honneur, c'est très irrégulier. Le vol de 3,2 millions de dollars sur les comptes clients l'est tout autant, a répondu sèchement le juge Coleman. Elle a regardé les agents fédéraux. Messieurs, veuillez attendre que nous concluions cette audience. Monsieur Mitchell ne va nulle part. Andrew s'est affalé sur sa chaise. Son téléphone posé sur la table des accusés s'est allumé avec un appel après l'autre. Je pouvais voir les noms clignoter. Sa mère, son partenaire commercial James, et à plusieurs reprises non. Compte tenu des preuves présentées, a continué le juge Coleman, j'accorde l'injonction d'urgence. Tous les actifs matrimoniaux sont gelés en attendant l'enquête. Madame Mitchell reçoit l'usage exclusif de la maison conjugale et une pension temporaire de 10 000 dollars par mois. Monsieur Mitchell, il vous est ordonné de rester à 150 mètres de votre femme. 10 000 dollars par mois. Andrew a explosé, se levant malgré la tentative de Blackwood de le retenir. C'est insensé. Elle n'a pas besoin. Monsieur Mitchell, vous avez abandonné votre femme sous un orage après avoir caché des millions en actifs. Je suis généreuse, ne vous ayant pas condamné pour outrage au tribunal pour le moment. Asseyez-vous. Alors qu'Andrew s'effondrait sur sa chaise, mon téléphone a sonné. Le nom de Jennifer est apparu à l'écran. Je l'ai ignoré, mais elle a immédiatement appelé encore et encore. Rebecca s'est penchée. Tu devrais documenter cela. J'ai hoché la tête, capturant l'écran de la liste des appels. 17 appels de Jennifer dans la dernière heure. 43 d'Andrew depuis hier soir. 22 de sa mère, Margaret. Même quelques-uns de numéros que je ne reconnaissais pas. Probablement des collègues ou des clients d'Andrew qui avaient entendu parler de l'enquête fédérale. Tom Chin s'est approché de notre table pendant que le juge finalisait ses ordonnances. Madame Mitchell, nous aurons besoin de votre coopération dans notre enquête. Votre avocate a mentionné que vous aviez des preuves supplémentaires. J'ai hoché la tête. 8 mois de documentation, d'enregistrement financier, d'enregistrement, de mai, tout. Votre mari risque 15 à 20 ans s'il est reconnu coupable de toutes les charges. Andrew a dû l'entendre car il s'est soudainement levé à nouveau, me pointant du doigt. C'est toi qui as fait ça. Tu m'as piégé. Tout ça, c'était un piège. Le marteau du juge Coleman a frappé fort. Monsieur Mitchell, contrôlez-vous ou j'ajouterai des charges d'outrage au tribunal. Elle planifiait ça, a continué Andrew, son sang-froid complètement brisé. L'enregistrement, la documentation. Elle savait que j'allais la laisser là. Alors, vous admettez l'avoir abandonnée, a demandé le juge. Blackwood a physiquement ramené Andrew sur sa chaise, mais le mal était fait. Andrew venait d'avouer devant des agents fédéraux, en audience publique, avoir délibérément abandonné. Alors que nous nous préparions à partir, Nan a fait irruption dans la salle d'audience. Sa robe de créateur était froissée, ses cheveux savamment coiffés en désordre. Elle a regardé autour d'elle sauvagement jusqu'à ce que ses yeux se posent sur Andrew. « Tu as dit que tu étais divorcé » a-t-elle crié à travers la salle d'audience. « Tu as dit que les papiers étaient déjà déposés. Tu as dit qu'elle était folle et qu'elle inventait des choses. » Le juge a soupiré. « Madame, veuillez quitter ma salle d'audience. » Mais n'en avait pas fini. Elle a sorti son téléphone, le brandissant en l'air. J'ai des SMS, des enregistrements. Il m'a promis qu'on allait se marier. Il a dit que l'argent était le sien. Les yeux de Tom Chin se sont illuminés. Il s'est approché prudemment de Nan. Madame, nous aimerions beaucoup vous parler. La destruction d'Andrew était complète. Sa maîtresse se retournait pour devenir témoin à charge. Ses actifs étaient gelés. Des agents fédéraux attendaient pour l'arrêter. Et son image soigneusement construite s'était effondrée en moins d'une heure. Alors que nous sortions, laissant Andrew aux mains des agents fédéraux. Mon téléphone a vibré avec un dernier message. C'était de Margaret, la mère d'Andrew. J'espère que tu es satisfaite. Détruire un bon homme par jalousie mesquine. Je l'ai supprimé sans répondre. Margaret apprendrait bientôt que son fils n'était pas un bon homme. C'était un criminel qui avait été dénoncé. Et ce n'est pas moi qui l'ai détruit. Il s'est détruit lui-même.
Les marches du palais de justice étaient bondées de journalistes quand nous sommes sortis. Quelqu'un avait laissé fuiter l'histoire. Probablement un greffier qui avait reconnu le nom d'Andrew dans les pages financières. Des micros nous étaient tendus alors que Rebecca me guidait à travers la foule, sa main ferme sur mon coude. « Madame Mitchell, est-il vrai que votre mari a volé des millions ? Amanda, depuis combien de temps planifiez-vous cela ? Allez-vous porter des accusations supplémentaires ? » Rebecca s'est avancée, sa voix coupant le chaos. « Ma cliente ne fera aucune déclaration pour le moment. L'enquête fédérale est en cours. » Nous avons traversé jusqu'au camion de Marcus et j'ai aperçu la camionnette d'une chaîne d'information locale en train de s'installer de l'autre côté de la rue. D'ici ce soir, Andrew ferait la une de toutes les chaînes locales. Le garçon d'or des sociétés d'investissement de Minneapolis arrêté pour détournement de fonds et fraude. Margaret devait se sentir mourir. De retour à l'hôtel, je me suis effondré sur le canapé tandis que Rebecca nous versait à toutes les deux de l'eau. Mon téléphone n'avait pas cessé de vibrer depuis que nous avions quitté le tribunal. J'ai parcouru les messages, chacun d'une saveur différente de choc ou de jugement. Un SMS de ma coiffeuse. Je viens de voir les nouvelles. Bravo, ma chérie. De l'ami de golf d'Andrew, Richard. C'est juste un malentendu, n'est-ce pas? Andrew ne ferait jamais ce qu'ils disent. De 3 voisins différents. Des variations de « nous avions toujours su que quelque chose clochait chez lui ». Le message le plus intéressant venait de James Morrison, le partenaire commercial d'Andrew. Amanda, nous devons parler. Il y a des choses concernant le fonds que tu devrais savoir. Des choses qui n'étaient pas dans le dossier fédéral. Rebecca l'a lu par-dessus mon épaule. Organise une réunion. Enregistre tout. À 16h, les nouvelles locales ont diffusé l'histoire. Le titre défilait en bas de l'écran. Un important gestionnaire de fonds arrêté pour détournement de fonds suite à un incident d'abandon conjugal. Ils avaient déjà la photo d'identité judiciaire d'Andrew. Il avait l'air hagard, ses cheveux habituellement parfaitement coiffés en désordre, son costume de designer remplacé par des vêtements de prison standard. Le journaliste se tenait devant notre maison, ma maison maintenant, décrivant le scandale dans un détail haletant. Des sources proches de l'enquête rapportent qu'Andrew Mitchell aurait abandonné sa femme lors de la grave tempête de la nuit dernière, la laissant bloquée à 59 km de chez elle. Ce matin, des agents fédéraux ont arrêté Mitchell pour détournement présumé de 3,2 millions de dollars sur des comptes clients. Sa femme, Amanda Mitchell, n'a pas pu être jointe pour un commentaire. Mon téléphone a sonné. Jennifer, encore. Cette fois, j'ai répondu. Amanda, s'il te plaît, je dois expliquer. Tu lui as parlé de maman, de la fiducie que papa a créée, de son diagnostic. Silence. Puis doucement, il a dit qu'il essayait d'aider. Il a dit que tu étais trop stressé pour gérer l'information, qu'il voulait te protéger. Il a payé tes dettes de jeu. Je ne savais pas ce qu'il préparait. Je pensais qu'il t'aimait. Il semblait si prévenant, si attentionné. Il a dit que tu étais fragile, que tu avais besoin de conseils. J'ai pensé à toutes les fois où Jennifer avait appelé au cours de la dernière année, posant des questions apparemment innocentes. Comment va maman? As-tu parlé à son avocat récemment? Tu te souviens de la propriété que papa a achetée dans le Wisconsin? Chaque conversation avait été une collecte d'informations pour Andrew. Il t'a manipulé, ai-je dit. Tout comme il m'a manipulé. Amanda, je suis tellement désolé. Quand j'ai vu les nouvelles, quand j'ai réalisé ce qu'il avait fait. Je suis malade toute la journée. Pouvons-nous nous rencontrer, s'il te plaît? Rebecca a secoué la tête, mais quelque chose dans la voix de Jennifer m'a fait hésiter. Elle semblait sincèrement brisée, pas seulement inquiète des conséquences. Demain, lieu neutre. Tu viens seul. Après avoir raccroché, Marcus a ouvert les réseaux sociaux sur son ordinateur portable. Tu dois voir ça. La page Facebook de l'entreprise d'Andrew implosait. Les clients postaient des demandes de remboursement. D'anciens employés partageaient des histoires d'activités suspectes dont ils avaient été témoins. Une femme a écrit « Il m'a licencié quand j'ai interrogé des fonds manquants l'année dernière. Maintenant, je sais pourquoi. » Mais le coup le plus dévastateur est venu de Nan. Elle avait explosé sur Instagram, postant des captures d'écran de leurs conversations par SMS, des photos de leur voyage financé avec de l'argent volé, et une longue légende détaillant comment Andrew l'avait manipulé pour croire que j'étais le méchant.
Il m'a dit que sa femme était émotionnellement perturbée, a-t-elle écrit. Elle a dit qu'elle refusait de lui accorder un divorce, qu'elle menaçait de le ruiner s'il partait. Je croyais chaque mot parce qu'il était si convaincant, si sophistiqué. J'étais idiote, mais c'était un maître manipulateur. Les photos étaient dévastatrices. Andrew et Nan dans des sièges de première classe pour Paris, verre à champagne levé. Andrew et Nan au même complexe hôtelier au Mexique où nous avions célébré notre 5e anniversaire. Andrew et Nan dans notre lit. Elle avait en fait posté celui-là, bien qu'Instagram l'ait rapidement retiré. À 18h, Margaret, la mère d'Andrew, avait publié une déclaration par l'intermédiaire de son avocat. Rebecca l'a lu à voix haute, retenant à peine son rire. La famille Mitchell est choquée par ces allégations. Nous pensons qu'il s'agit d'une attaque coordonnée orchestrée par une épouse vindicative cherchant un gain financier. Andrew Mitchell est un membre estimé de la communauté qui a été victime d'une femme calculatrice qu'il a épousée pour son argent. Elle s'en tient vraiment à cette version, demanda Marcus après ce qu'ils avaient tous entendu dire au tribunal. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Contre l'avis de Rebecca, j'ai répondu, Madame Mitchell, ici Patricia Wang du Wall Street Journal. Nous publions un article sur la fraude systématique dans les fonds d'investissement de petite taille. Le cas de votre mari fait partie d'un schéma plus large que nous avons enquêté. Seriez-vous disposé à partager votre expérience? Rebecca a pris le téléphone. C'est l'avocate d'Amanda Mitchell. Toutes les demandes de presse doivent être adressées à mon bureau. Elle a raccroché et s'est tournée vers moi. Demain, ce sera une nouvelle d'importance nationale. Andrew ne s'est pas contenté de se détruire. Il fait tomber tout un réseau de gestionnaires de fonds corrompus. Le FBI élargit son enquête. J'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Quelque part dans une prison fédérale, Andrew était probablement en train de rencontrer Blackwood, essayant de trouver un moyen de faire tourner ça, mais il n'y avait pas de moyen de faire tourner des preuves vidéo, des confessions enregistrées et des millions en argent volé. Mon téléphone s'est allumé avec un autre message. Celui de David Brennan, le plus gros client d'Andrew. Madame Mitchell, je veux que vous sachiez que plusieurs d'entre nous, victimes, poursuivent votre mari au civil. Cependant, nous tenons à être clairs. Vous n'êtes pas notre cible. Nous savons que vous êtes aussi une victime. En fait, nous aimerions que vous témoigniez de ce que vous avez observé. L'ironie était parfaite. Andrew avait passé des années à me dire que j'étais trop stupide pour comprendre la finance, trop naïve pour saisir les affaires. Maintenant, ses anciens clients voulaient mon témoignage pour aider à l'enterrer. Alors que le soleil se couchait sur Minneapolis, peignant le ciel de la couleur de la justice, j'ai réalisé que la chute publique d'Andrew ne faisait que commencer. Demain, il y aurait d'autres gros titres, d'autres révélations, d'autres personnes se présentant avec des histoires sur l'homme à qui ils avaient confié leur argent. Mais ce soir, pour la première fois depuis 3 ans, je me suis assise dans un silence paisible, n'ayant plus peur de ses pas, de ses humeurs, de ses mots cruels destinés à me rabaisser. L'homme qui m'avait abandonné sous la pluie avait créé sa propre tempête, et maintenant il se noyait dedans. Le lendemain matin a apporté un coup à ma porte auquel je ne m'attendais pas. À travers le Judas, j'ai vu Jennifer debout dans le couloir, son apparence habituellement parfaite complètement défaite. Ses mains tremblaient alors qu'elle serrait une enveloppe en manille contre sa poitrine, et ses yeux étaient rougis par les larmes. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invitée à entrer. Je pensais que nous avions convenu de nous rencontrer dans un lieu neutre. Je ne pouvais plus attendre. Amanda, s'il te plaît. Il y a des choses que tu dois savoir tout de suite. Avant que le FBI ne me parle cet après-midi. Marcus est apparu dans l'embrasure de la porte de la pièce adjacente, alerte et protecteur. J'ai hoché la tête pour lui dire que c'était bon, puis j'ai laissé Jennifer entrer. Elle s'est assise sur le bord du canapé, posant l'enveloppe sur la table basse avec des doigts tremblants. Andrew m'a contacté pour la première fois il y a 13 mois, a-t-elle commencé, sa voix à peine plus qu'un murmure. Il savait pour les jeux d'argent. Je ne sais pas comment il l'a découvert, mais il savait que je devais 47 000 $ à des gens très peu compréhensifs. Il a proposé de tout payer, sans poser de questions, si je répondais simplement à quelques questions sur nos finances familiales, et tu étais d'accord. Ma voix était plate, contrôlée. J'étais désespéré. Il menaçait d'aller voir mon employeur pour ruiner ma carrière. Andrew semblait vouloir vraiment aider. Il a dit que tu étais trop fier pour demander de l'argent à nos parents.
qu'il voulait te surprendre en résolvant les problèmes familiaux en coulisses. Elle a ouvert l'enveloppe et a sorti une pile de mails imprimés. Ce sont nos conversations. Chacune d'elles. Je les ai toutes imprimées hier soir quand j'ai réalisé ce qu'il faisait vraiment. J'ai pris le premier email datant d'il y a plus d'1 an. Le ton d'Andrew était chaleureux, attentionné, même fraternel. Il écrivait sur le désir d'être un meilleur mari, de vouloir comprendre ma dynamique familiale afin de mieux me soutenir. La manipulation était magistrale. Il s'intéressait particulièrement à maman, a continué Jennifer. Il voulait savoir de sa santé, de son état mental, de ses finances. Je pensais qu'il préparait quelque chose de gentil pour elle, peut-être qu'il paierait pour de meilleurs soins. Tu lui as parlé de l'Alzheimer. Jennifer a hoché la tête, des larmes coulant sur ses joues. Elle m'a fait promettre de ne pas t'en parler. Elle ne voulait pas que tu t'inquiètes. Elle a dit que tu avais assez de stress avec Andrew qui était si exigeant, mais il était si persistant, si attentionné. Il a dit qu'il avait remarqué des signes et qu'il voulait t'aider. J'ai continué à lire. Les emails montraient les questions d'Andrew devenant plus spécifiques au fil du temps. Quelle propriété nos parents possédaient-ils? Y avait-il des fiducies? Qui était l'exécuteur de leur testament? Jennifer avait tout répondu, croyant qu'elle aidait son beau-frère à mieux prendre soin de notre famille. Le mois dernier, il m'a demandé de faire signer des papiers à maman. Jennifer a dit qu'il avait dit qu'ils étaient à des fins d'assurance, que cela protégerait ses actifs si son état s'aggravait. Je les ai en fait apportés chez elle, Amanda. Dieu merci, son avocat était là ce jour-là et les a reconnus comme des documents de transfert de propriété. C'est là que j'ai commencé à réaliser que quelque chose n'allait pas, mon téléphone a vibré. David Brennan appelait. Je l'ai mis sur haut-parleur pour que Marcus puisse entendre. Madame Mitchell, je suis désolé de vous déranger, mais c'est urgent. J'ai passé nos dossiers clients toute la nuit. Andrew ne volait pas seulement dans le fonds général. Il ciblait spécifiquement nos clients âgés, en particulier les veuves. Qu'est-ce que tu veux dire par cibler? Madame Eleanor Hartley, par exemple. Son mari est mort il y a 2 ans, lui a tout laissé avec des instructions spécifiques qu'Andrew gère personnellement son portefeuille. En 6 mois, Andrew l'a convaincu de signer des documents de procuration. Elle pensait lui donner l'autorisation de faire des transactions. Il l'a utilisé pour vider ses comptes. J'ai ressenti un malaise. Eleanor Hartley avait 78 ans. Je l'avais rencontrée lors de plusieurs événements d'entreprise. Une femme douce qui parlait toujours de ses petits-enfants. Combien lui a-t-il pris? 800 000 $. Mais voici le pire. Il l'a convaincue qu'elle développait des problèmes de mémoire, qu'elle oubliait des conversations sur des retraits qu'elle avait autorisés. Il a manipulé une femme âgée jusqu'à ce qu'elle croie qu'elle avait la démence. Marcus prenait déjà des notes, documentant tout pour Rebecca. Cela change toute la portée de l'affaire. Andrew n'était pas juste un criminel en col blanc. C'était un prédateur qui chassait spécifiquement les personnes vulnérables. J'ai des enregistrements, a continué David. J'ai commencé à enregistrer secrètement nos réunions de partenariat il y a 2 ans quand j'ai remarqué des divergences. Je constituais un dossier pour le porter aux autorités, mais j'avais peur. Andrew avait des connexions partout. Mais maintenant qu'il est déjà en garde à vue, je veux fournir tout ce que j'ai. Après que David ait raccroché, Jennifer a sorti un autre document de son enveloppe. Il y a autre chose concernant la succession de papa. Notre père était mort il y a 5 ans, laissant ce que nous pensions être un modeste héritage partagé entre Jennifer et moi. Mais le papier qu'elle m'a donné montrait autre chose. Une fiducie à mon nom uniquement, établie l'année avant sa mort. Il connaissait mes jeux d'argent même à l'époque, a dit Jennifer doucement. Il m'aimait, mais il ne me faisait pas confiance avec l'argent. Alors, il a mis ça en place pour toi avec maman comme fiduciaire. Elle vaut environ 2 millions de $. Andrew l'a découvert par mon intermédiaire, et il essaie d'y accéder depuis des mois. J'ai regardé le document. 2 millions de $ que mon père avait cachés pour la protéger de l'addiction de Jennifer et, sans le savoir, de la cupidité de mon mari. Le compte était détenu dans une petite banque privée du Wisconsin, une que Andrew n'aurait pas connue sans les informations de Jennifer. Nous devons aller voir maman, a dit Jennifer. Elle te gardait quelque chose aujourd'hui, quelque chose qu'elle ne voulait même pas me dire. Elle a dit qu'elle attendait le bon moment. 1 heure plus tard, nous étions assis dans la chambre de ma mère à l'établissement de soins pour la mémoire.
Elle avait l'un de ces jours clairs, de plus en plus rares. Ses yeux brillants et concentrés alors qu'elle me tenait la main. Je savais ce qu'il était la première fois que je l'ai rencontré, a-t-elle dit, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des mois. La façon dont il regardait notre maison, évaluant tout comme s'il cataloguait des actifs. La façon dont il orientait les conversations vers l'argent. Ton père l'a vu aussi. Elle a tendu la main vers son tiroir de chevet et en a sorti une petite clé. Coffre-fort. Première banque nationale sur Hennepin. Ton père y a mis des choses la semaine avant sa mort. Des documents. Des preuves. Des preuves de quoi, maman? Andrew a essayé de falsifier ta signature l'année dernière. Documents de prêt. Transfert de propriété. Le directeur de la banque était l'ami de ton père. Il m'a appelé, m'a envoyé des copies de tout. C'est tout dans la boîte. J'ai pris la clé, sentant son poids. Mon père me protégeait même de l'au-delà. Et ma mère gardait cette protection malgré sa mémoire déclinante. Il y a plus, a dit maman, sa prise se resserrant sur ma main. Le FBI est venu ici hier. Pas à propos de l'arrestation d'Andrew, mais à propos de quelque chose de plus gros. Ils ont dit que son nom était apparu dans une enquête qui dure depuis 3 ans. Un réseau de gestionnaires de fonds qui fraudait systématiquement des clients âgés dans 5 États. La pièce a soudainement semblé manquer d'air. L'abandon d'Andrew sous la pluie n'était pas seulement une question de contrôle ou de cruauté. Il savait que le FBI se rapprochait. Il voulait que je sois brisé et docile parce qu'il pensait pouvoir m'utiliser comme bouclier ou comme bouc émissaire quand tout s'effondrerait. Il ne s'attendait jamais à ce que tu te battes, a dit ma mère, un léger sourire traversant son visage. Les hommes comme lui ne le font jamais. Ils pensent que la gentillesse est une faiblesse. Ils sont toujours surpris quand ils apprennent le contraire. Alors que nous nous préparions à partir, ma mère m'a serré une fois de plus la main. Ton père serait fier de toi. Tu es plus forte qu'Andrew ne l'a jamais imaginé. En quittant l'établissement, Jennifer à mes côtés et Marcus derrière dans son camion, j'ai pensé aux couches de tromperie qu'Andrew avait construites. Chaque révélation révélait une autre strate de sa criminalité. Ce n'était pas juste un mauvais mari ou un gestionnaire de fonds corrompu. C'était le centre d'une toile d'abus financiers qui avait détruit des dizaines de vies. Mais il avait fait une erreur fatale. Il avait supposé que la femme qu'il avait laissée sous la pluie resterait là, brisée et vaincue. Au lieu de cela, elle était devenue la tempête qui allait emporter tout ce qu'il avait construit sur la souffrance des autres. La première banque nationale sur Hennepin se dressait comme une forteresse d'argent ancien et de secrets plus anciens encore. Jennifer a attendu dans la voiture pendant que Marcus m'accompagnait à l'intérieur, où le coffre-fort que ma mère avait protégé attendait dans une chambre climatisée. Le directeur de la banque, Monsieur Paulson, se souvenait bien de mon père et a manipulé la clé avec la révérence de quelqu'un qui comprenait qu'il faisait partie de quelque chose d'important. À l'intérieur de la boîte se trouvait une pile de documents qui ont fait trembler mes mains. Demande de prêt falsifiée avec ma signature datant de 6 mois. Document de transfert de propriété pour la maison de campagne de ma grand-mère qu'Andrew avait apparemment essayé de vendre à mon insu. Relevé bancaire de compte que je n'avais jamais vu ouvert à mon nom mais contrôlé par Andrew. Mon père avait obtenu des copies de tout. Son écriture manuscrite sur des notes autocollantes expliquant ce que chaque document signifiait. Une note attachée à une fausse procuration disait simplement « Il essaiera de tout prendre. Ne le laisse pas faire ». Marcus a photographié chaque page pendant que je restais assise, silencieusement stupéfaite. L'ampleur de la trahison d'Andrew continuait de s'étendre comme de l'encre se répandant dans l'eau. Il ne s'agissait pas seulement de notre mariage ou même des millions volés. Il travaillait systématiquement pour effacer mon existence financière, pour me rendre complètement dépendante de lui, ou pire, pour me piéger pour ses crimes si nécessaires. 4 mois plus tard, je suis entré dans le palais de justice fédérale pour le premier jour du procès pénal d'Andrew. L'attention des médias s'était intensifiée depuis son arrestation. Des fourgonnettes de presse longeaient la rue. Des journalistes ont crié des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Je portais un tailleur gris anthracite qu'ils n'avaient jamais vu, acheté spécifiquement pour ce moment. Professionnel, digne, assez cher pour montrer que je n'étais pas brisé. Andrew était assis à la table des accusés dans un costume qui ne lui allait plus. Il avait perdu du poids en détention fédérale, et ses cheveux autrefois parfaits avaient repoussé de manière maladroite. Lorsque nos regards se sont croisés dans la salle d'audience, j'ai souri. Le même sourire serein que je lui faisais autrefois lors du café du matin quand il me sermonnait sur mes dépenses. Mais maintenant,
Ce sourire portait le poids de tout ce que je savais et de tout ce qu'il était sur le point de perdre. Le procureur, l'assistant du procureur américain Michael Torres, a présenté l'affaire méthodiquement. 12 chefs d'accusation de fraude par fil. 2 chefs d'accusation d'abus sur personnes âgées. Un chef d'accusation de complot en vue de commettre des crimes financiers. Les preuves étaient accablantes. Livres falsifiés, comptes cachés, documents contrefaits, conversations enregistrées où Andrew discutait explicitement du vol au client. Pendant 11 jours, témoin après témoin a témoigné. Des clients âgés ont décrit comment Andrew les avait convaincus de signer des documents qu'ils ne comprenaient pas. D'anciens employés ont témoigné avoir reçu l'ordre de falsifier des registres. Le comptable médico-légal a guidé le jury à travers le labyrinthe des comptes offshore et des sociétés écrans qu'Andrew avait créés. Le 12e jour, les portes de la salle d'audience se sont ouvertes et Nan Rodriguez est entrée. Elle ne ressemblait en rien à la jeune femme soignée qui avait porté les perles de ma grand-mère. Ses vêtements de créateur avaient été remplacés par une robe sobre, sa coiffure élaborée par un simple chignon. Elle avait obtenu l'immunité en échange de son témoignage, et elle était sur le point d'enterrer Andrew avec lui. Madame Rodriguez, a commencé le procureur, depuis combien de temps étiez-vous impliqué romantiquement avec le défendeur ? 18 mois, a répondu Nan, sa voix ferme mais douce. Et pendant ce temps, Monsieur Mitchell vous a-t-il parlé de ses pratiques commerciales ? Oui, fréquemment. Il trouvait amusant d'expliquer comment il déplaçait l'argent sans que personne ne s'en aperçoive. Il appelait ça jouer aux échecs en 3 dimensions pendant que tout le monde jouait aux dames. Elle a produit des enregistrements de son téléphone, des conversations où Andrew se vantait de cibler des clients âgés, de me cacher de l'argent, de ses plans pour disparaître au Costa Rica une fois qu'il aurait accumulé assez. Dans un enregistrement, sa voix claire et accablante, il a dit, Amanda est le parfait alibi. Gentille, confiante, ne pose pas de questions. D'ici à ce qu'elle comprenne ce qui se passe, je serai parti et elle sera tenue responsable. Mais la révélation la plus dévastatrice de Nan est venue vers la fin de son témoignage. 3 semaines avant son arrestation, Andrew m'a dit qu'il prévoyait de me quitter aussi. Il avait une autre femme au Costa Rica, quelqu'un qu'il avait rencontré en ligne. Il allait m'abandonner tout comme il a abandonné sa femme. Le regard sur le visage d'Andrew valait chaque instant de la douleur qu'il m'avait causée. Sa mâchoire s'est ouverte. Son avocat lui chuchotait frénétiquement à l'oreille, mais le mal était fait. Sa maîtresse venait de révéler qu'il avait joué avec tout le monde, y compris elle. Le lendemain a apporté une autre surprise. Un jeune homme nommé Christopher Walsh a témoigné. 22 ans, avec la même mâchoire pointue et les mêmes yeux calculateurs qu'Andrew. Le procureur a rapidement établi son identité. Le fils d'Andrew d'une relation universitaire dont Andrew a caché l'existence pendant plus de 2 décennies. Ma mère a reçu des paiements d'Andrew Mitchell pendant 22 ans, a témoigné Christopher. 1500 $ par mois pour garder le silence sur mon existence. Elle a des registres montrant que l'argent provenait de ses comptes clients. J'ai regardé Andrew se recroqueviller sur sa chaise. Alors que Christopher continuait, il a dit à ma mère que si elle contactait jamais ma famille ou rendait publique l'affaire, il détruirait sa réputation et s'assurerait qu'elle ne travaillerait plus jamais dans la finance. Elle a cette menace par écrit. Le procureur a présenté 22 ans de relevés bancaires montrant des paiements réguliers des mêmes comptes qu'Andrew pillait. Il ne volait pas seulement des clients âgés pour le luxe et l'évasion, mais pour cacher les preuves de son passé. L'avocat de la défense d'Andrew a essayé d'objecter, arguant que c'était préjudiciable et non pertinent pour les crimes financiers, mais le juge Coleman l'a rejeté. Cela établit un schéma de tromperie et de malversation financière couvrant toute la vie adulte du défendeur. Le dernier jour de témoignage, Andrew a pris la décision catastrophique de monter lui-même à la barre. Contre les protestations visibles de son avocat, il s'est levé et s'est dirigé vers le box des témoins, croyant toujours pouvoir s'en sortir par la parole. Pendant 2 heures, il a essayé de présenter un récit où il était la victime. Il a affirmé que je connaissais ses liaisons et que je les avais approuvées. Il a insisté sur le fait que les clients âgés avaient autorisé chaque transaction. Il s'est dépeint comme un esprit financier brillant qui avait simplement commis quelques erreurs de comptabilité. Puis le procureur a commencé son contre-interrogatoire, et le sang-froid d'Andrew s'est fissuré comme de la glace sous pression. Face aux enregistrements, il a affirmé qu'ils avaient été sortis de leur contexte. Face aux documents falsifiés, il a suggéré que je les avais peut-être créés. Face aux preuves de l'argent versé à la mère de Christopher, il a effectivement dit, c'était une affaire personnelle sans rapport avec mon entreprise. Le jury a délibéré pendant moins de 3 heures.
Alors que le président du jury se levait pour lire le verdict, j'ai tenu la main de Marcus d'un côté et celle de Rebecca de l'autre. Sur le chef d'accusation 1, fraude par fil, nous déclarons le défendeur coupable. Sur le chef d'accusation 2, fraude par fil, nous déclarons le défendeur coupable. Au moment où ils ont atteint le chef d'accusation 15, Andrew avait mis la tête dans ses mains. Culpable. De toutes les charges. L'homme qui m'avait abandonné sous la pluie à 59 km de chez moi allait apprendre ce que signifiait le vrai abandon. 2 semaines plus tard, nous sommes retournés pour la sentence. Le juge Coleman, la même femme qui avait supervisé notre audience d'urgence il y a des mois, a regardé Andrew avec un mépris non dissimulé. Monsieur Mitchell, vous avez ciblé les membres les plus vulnérables de la société. Vous avez trahi la confiance de clients, de collègues et de famille. Vous n'avez montré aucun remords, n'acceptant aucune responsabilité, même confronté à des preuves accablantes de vos crimes. Ce tribunal vous condamne à 96 mois de prison fédérale sans possibilité de libération anticipée. 8 ans. Andrew passerait 8 ans derrière les barreaux. Pendant que les huissiers se préparaient à le conduire, il s'est tourné vers moi une dernière fois. Ce n'est pas fini, a-t-il murmuré. Je me suis levé et j'ai parlé clairement, sachant que les microphones de la salle d'audience capteraient chaque mot. Vous avez raison. Les procès civils commencent le mois prochain. Les huissiers ont emmené Andrew menotté, et je suis sorti du palais de justice dans un après-midi de septembre qui ressemblait au premier jour du printemps. Les procès civils commenceraient en effet le mois prochain avec 17 victimes d'Andrew cherchant réparation, mais c'était maintenant le champ de bataille de Rebecca. J'avais quelque chose de plus important à construire. La prime du lanceur d'alerte est arrivée 6 semaines après la condamnation d'Andrew. 1,2 million de dollars pour avoir fourni des informations ayant conduit au recouvrement de fonds volés. Combiné aux actifs que le tribunal m'a accordés et à la fiducie que mon père avait protégée, j'avais soudainement les ressources pour faire quelque chose de significatif avec la douleur qu'Andrew m'avait causée. Marcus a trouvé le bâtiment en premier, une victorienne rénovée dans le quartier plus chic de Minneapolis qui avait précédemment abrité un cabinet d'avocats. 3 étages, 8 bureaux, une salle de conférence assez grande pour des sessions de groupe, et surtout, plusieurs sorties. Quelque chose dont les femmes échappant à des situations dangereuses auraient besoin. Nous avons signé le bail un jeudi. Dès le lundi, la Phoenix Foundation avait son siège. Nous avons besoin de systèmes de sécurité appropriés, a dit Marcus, parcourant les pièces vides avec sa tablette, prenant des notes. Bouton de panique dans chaque bureau, entrée sécurisée, surveillance qui protège réellement les gens au lieu de les surveiller. Valentina est arrivée avec des boîtes de systèmes de classement et des logiciels de cryptage. J'ai déjà eu 3 comptables médico-légaux qui ont voulu offrir leurs services. Les mots se répandent dans la communauté financière sur ce que nous faisons. Rebecca avait pris un congé de son cabinet pour aider à établir notre programme d'aide juridique. Nous devons être prudents sur la façon dont nous structurons cela, a-t-elle dit, étalant des documents d'incorporation sur la table de conférence. Nous allons devoir faire face à des situations dangereuses, des époux en colère, des représailles juridiques potentielles. Tout doit être à l'épreuve des balles. En un mois, nous avons une autre première cliente. Maria, une enseignante dont le mari avait caché leurs économies et menacé de la dénoncer au service d'immigration si elle essayait de partir, même si elle était citoyenne. Valentina a trouvé l'argent. Rebecca a déposé les papiers. Marcus a organisé le transport sécurisé. Je me suis assise avec Maria pendant qu'elle pleurait, me souvenant de mes propres larmes dans cette chambre d'hôtel la nuit où Andrew m'a abandonné. Jennifer est arrivée à la fondation un mardi pluvieux, sobre depuis 3 mois et portant une boîte de donuts comme gage de paix. Je veux aider, a-t-elle dit simplement. Je sais ce que c'est que d'être manipulé, d'être tellement désespéré que l'on trahit les gens qu'on aime. Peut-être que je peux aider d'autres à voir les signes avant qu'il ne soit trop tard. Nous l'avons mise à l'essai comme bénévole, répondant au téléphone et classant des documents. Mais Jennifer avait un don pour parler aux femmes qui appelaient en détresse. Elle comprenait le désespoir et la honte d'une manière que même les conseillers formés rataient parfois. En 6 mois, elle dirigeait nos groupes de soutien, partageant son histoire sur la façon dont Andrew avait exploité sa dépendance pour recueillir des informations, aidant les autres à reconnaître quand ils étaient utilisés. Ma mère est venue me rendre visite lors d'un de ces jours clairs. Marcus la conduisait prudemment dans la ville qu'elle avait autrefois si bien connue. Elle s'est assise dans mon bureau en regardant les photos encadrées sur les murs. Des femmes qui avaient donné la permission de partager leurs histoires de réussite, des visages radieux alors qu'elles se tenaient devant de nouveaux appartements,
lors de cérémonies de remise de diplômes, avec des enfants qu'elles avaient réussi à garder en sécurité. Ton père serait si fier, a-t-elle dit, touchant la photo d'une femme qui s'était échappée avec 3 enfants et qui était maintenant étudiante en soins infirmiers. Il disait toujours que la meilleure vengeance contre la cruauté est la gentillesse envers les autres. Elle a sorti une enveloppe de son sac. Ceci est arrivé à la maison. Je pensais que tu devrais le voir. À l'intérieur se trouvait un article de journal du bulletin de prison. Andrew avait été élu trésorier du club d'investissement des détenus. Même derrière les barreaux, il essayait de maintenir son image de génie financier. J'ai presque ri de l'absurdité. La bénévole surprise est arrivée 7 mois après le procès. Nan Rodriguez se tenait dans notre réception, ne ressemblant en rien à la femme qui avait porté les perles de ma grand-mère. Elle avait coupé ses cheveux courts, échangé des vêtements de créateur contre un simple pantalon et une chemise boutonnée, et se portait avec une humilité que je n'avais jamais vue auparavant. J'ai été en thérapie, a-t-elle dit, assise en face de moi dans mon bureau. J'ai travaillé sur la façon dont je me suis impliqué avec quelqu'un comme Andrew, pourquoi j'ai ignoré les signaux d'alarme, pourquoi j'ai participé à te faire du mal. Je sais que je ne peux pas annuler ce que j'ai fait, mais peut-être que je peux empêcher d'autres jeunes femmes de faire mes erreurs. Elle a commencé par parler dans les universités, avertissant les étudiants en commerce des hommes plus âgés en position de pouvoir qui promettaient une progression de carrière en échange de compagnie. Elle était brutalement honnête sur ses propres choix, assumant la responsabilité tout en expliquant la manipulation progressive qui rendait ses choix raisonnables à l'époque. Il me faisait me sentir spécial, a-t-elle dit un soir à un groupe d'étudiants diplômés. Comme si j'étais plus intelligente et plus sophistiquée que les autres femmes de mon âge. Au moment où j'ai réalisé que j'étais juste une autre victime dans son jeu, j'étais trop profonde pour voir la sortie. 1 an après la condamnation d'Andrew, une lettre est arrivée à la fondation. Son écriture était toujours parfaite, même sur du papier de prison. 4 pages de vitriol, me blâmant pour sa chute, affirmant que j'avais tout orchestré depuis le début, que je l'avais piégé. Il a énuméré chaque légère perception, chaque moment qu'il réalisait maintenant avait fait partie de mon plan. La dernière ligne disait « J'espère que tu as appris ta leçon ». J'ai fait encadrer professionnellement la lettre et je l'ai accrochée sur le mur de mon bureau juste à côté de mes diplômes et certifications. Quand les clients demandaient à ce sujet, je leur disais la vérité. Oui, j'avais appris ma leçon. J'avais appris que quand quelqu'un vous montre qui il est par sa cruauté, croyez-le. J'avais appris que la patience et la planification pouvaient surmonter des années d'abus. Surtout, j'avais appris que la meilleure réponse à quelqu'un qui essaie de vous briser est de devenir incassable, puis d'utiliser cette force pour élever les autres. 18 mois après cette nuit à l'ère de repos, je me tenais dans mon bureau, regardant un mur couvert de cartes de remerciement. 87 femmes avaient trouvé la sécurité grâce à la Phoenix Foundation. Certaines avaient eu besoin seulement de conseils juridiques et d'analyses financières. D'autres avaient nécessité des plans d'extraction complets, des refuges sûrs et de nouvelles identités. Chacune était arrivée brisée d'une manière ou d'une autre, convaincue d'être piégée, que sa situation était désespérée. Eleanor Hartley, la veuve qu'Andrew avait fraudée, était devenue notre plus grande donatrice. Elle avait récupéré la majeure partie de son argent grâce au procès civil et avait insisté pour financer notre programme de refuge d'urgence. Cet homme a essayé de me convaincre que je perdais la tête, a-t-elle dit lors de notre gala de collecte de fonds. Amanda m'a montré que je trouvais en fait ma force. La pluie tombait à nouveau dehors, martelant les fenêtres de la victorienne qui abritait des espoirs et des secondes chances. J'ai pensé à cette nuit, à 59 km de chez moi, debout sous la pluie battante pendant qu'Andrew s'éloignait, confiant qu'il m'avait brisé. Il pensait m'enseigner le pouvoir et le contrôle, le fait de connaître ma place. Au lieu de cela, il m'a appris que la cruauté crée sa propre destruction, que chaque action a des conséquences, et que parfois la personne que vous abandonnez sous la pluie a déjà vu la tempête venir et s'y est préparée. Par l'intermédiaire de la Phoenix Foundation, son acte de cruauté calculé était devenu le catalyseur pour sauver des femmes qu'il n'avait jamais cru mériter d'être sauvées. La leçon ultime, celle qu'Andrew n'a jamais vue venir, ne concernait pas l'obéissance, le respect ou la connaissance de sa place. C'était la transformation. Il a essayé de me laisser impuissante dans une tempête. Au lieu de cela, j'étais devenu le refuge. Si cette histoire de justice calculée vous a tenu en haleine, appuyez sur ce bouton like dès maintenant. Ma partie préférée a été quand Amanda s'est tenue au tribunal, portant le tailleur chic qu'Andrew disait toujours rendre les femmes trop agressives, et lui a souri avec la même expression sereine qu'elle lui donnait au petit déjeuner.
Quel a été votre moment de douce vengeance préféré? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires captivantes comme celle-ci.